En revanche, on avait publié ce numéro clandestin, là, clandestin, de l'Archibras, qui avait des textes assez incendiaires. Et bon, ce qui nous a valu après d'être entendus à la police, enfin, avec des chefs d'accusation, incitation au meurtre, injure au chef de l'État, démoralisation de l'armée. Moi, je suis passée pour ça. Démoralisation de l'armée. Oui, parce que là, on s'était quand même amusé, parce que ça avait été, dans la mesure aussi, il y avait des étrangers, donc on ne pouvait pas, vous savez, il ne faut pas signer, parce qu'immédiatement, ils allaient être expulsés. Le but des interrogatoires, c'était de savoir qui a écrit quoi, pour pouvoir condamner qui de droit. On a eu l'idée de dire que on ne peut pas savoir, puisque le surréalisme, c'est l'écriture automatique. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir pour lundi soir Annie Lebrun, écrivaine, auteure de livres de poésie d'abord, puis de nombreux essais, dont les objets sont à la fois extrêmement divers et persistants. Vous avez dialogué ainsi sous forme de préface ou de postface et surtout de livres entiers, bien souvent, avec de très nombreux auteurs. Sade, bien sûr, dans plusieurs livres, mais aussi Raymond Roussel, Aimé Césaire, Fourier, Élisée Reclus, et j'en passe. Souvent des subjectivités inaccaparables, c'est un mot sur lequel on reviendra, avec lesquels, entre autres, vous déployez des questionnements à la fois esthétiques et politiques au sens des devenirs de notre vie, dans la brutalité d'une société capitaliste, et avec une attention particulière depuis très longtemps à la crise écologique à laquelle elle aboutit. Nombre de vos essais débattent également avec l'image, de manière plus ou moins centrale, du trop de réalité, ce qui n'a pas de prix, ou encore Ceci tuera cela, Image, regard et capital, que vous avez écrit avec Yuri Armanda, et qui font une large place au statut de l'image dans notre société. Cette image que vous avez travaillée aussi sur un versant inverse et plus positif, en tant qu'image présentée dans des expositions dont vous avez été commissaire, et la dernière, en juin dernier, était consacrée à Toyen, magnifique peintre surréaliste trop peu connu. Cette place cruciale que vous accordez à l'image dans votre pensée se manifeste d'ailleurs encore par la parution, le 22 mars prochain, de La vitesse de l'ombre, un essai consacré à des images qui persistent pour vous, à l'opposé du flux ininterrompu d'images qui nous assaillent. C'est un sujet sur lequel nous allons bien sûr avoir l'occasion de revenir, puisque c'est l'un des aspects de votre réflexion qui nous intéresse particulièrement ce soir, et que l'on retrouve tout du long de vos écrits et des expositions que vous avez bâties. C'est la manière dont vous pensez le sensible dans ces différentes manifestations esthétiques, mais aussi comme modalité de l'expérience et de la pensée, et comme guide pour penser le politique dans un sens large. Il nous a semblé que ça serait intéressant que vous lisiez peut-être un extrait de Les Perdus qui condense toutes ces questions-là que vous nous avez proposées, pour, avant de commencer à vous poser nos premières questions. Oui, alors c'était pour introduire un recueil justement de textes qui est paru en 2000. Mais bon, dans le fond, j'ai avant et après, j'ai toujours cette position-là. Donc je lis. Éperdu est sans doute de tous les mots de la langue française celui que je préfère. C'est un mot qui ne calcule pas, qui ne s'arrête pas, mais soudain emporte vers l'improbable. De l'ancien français esperdre, qui veut dire perdre complètement, il signifie aussi troubler par une violente émotion. À miser exclusivement sur la perte, il ne connaît ni la mesure ni la bassesse. L'envergure est immense et sa trajectoire bouleversante. Et s'il transfigure le regard, l'amour, la passion, c'est de toujours leur donner sa perspective de cœur qui bat contre le néant. Alors pourquoi y recourir pour évoquer, par exemple, Jarry, Sade, Meckert, Gabritchevski, Roussel, Louis, Fourier? Eh bien, que chacun d'entre eux ait couru l'aventure en y risquant corps et biens, cela ne fait aucun doute. Et ce serait déjà une raison majeure de leur prêter attention. Davantage si, devant le naufrage de ce monde, on s'essaye à examiner ce qui tient encore,
on ne peut que constater la faillite de toutes les pensées rationnelles qui ont prétendu changer l'ordre des choses. Comme on ne peut que déplorer, dans le meilleur des cas, l'épaisseur du brouillard que leur méconnaissance et leur mépris de la vie sensible ont contribué à installer sur un horizon par ailleurs assez bouché. Et devant cette perspective où toute vie insoumise est menacée, eh bien me paraît venu le temps d'y opposer la beauté inaccaparée que n'ont pas fini de nous transmettre ceux qui n'ont tenu à rien et surtout pas à ce qui est. Alors ça c'était en 2000 et je persiste. Oui, cette vie insoumise, cette beauté inaccaparée, c'est peut-être justement, comme vous dites, des persistances et des guides qu'on ressent tout au travers tout du long de vos livres. Et qui marquent un peu, enfin en tout cas qui ont des échos surréalistes, qui nous amènent peut-être à prendre le début de votre entrée en écriture, quand vous rencontrez dans les années 60 le surréalisme. Est-ce que c'est ce qui marque un peu votre entrée alors en poésie, mais aussi comme un guide qui va ensuite perdurer tout du long de votre écriture en sensibilité, en politique? On se demandait un peu avant l'émission s'il y avait des politiques surréalistes possibles ou des politiques éperdues, je ne sais pas. C'est peut-être ce qui nous pourrait nous arriver de mieux. À la fin de la séance, on va voir. Voilà, si on se sera perdu assez. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous dans ces années-là, cette rencontre? De toute façon, moi, je n'avais même pas l'idée d'écrire, rien. C'était plutôt comment vivre, c'est-à-dire j'avais aucune idée. Et surtout dans cette sorte de désert, pour moi, des années 60, et qui était marqué d'un côté par le triomphe de la nouvelle vague qui correspondait à une sorte d'émancipation de la bourgeoisie à travers la marchandise. C'était déjà le début. Et ça ne m'a pas du tout ébloui, au contraire, je trouvais ça assez navrant de voir cette jeune bourgeoisie là, s'exposer, s'exhiber, si on peut dire. Et d'un autre côté, du point de vue politique, j'étais très vite, tout ce qui prétendait à la radicalité était marqué par une sorte de dogmatisme, moi, qui me terrifiait, qui me glaçait. Et puis, alors, du point de vue du côté de la réflexion intellectuelle, eh bien, il y avait déjà le structuralisme, il y avait déjà aussi toute l'histoire autour de la textualité. Et là aussi, je me sentais très loin de tout ça. Et avec le recul, je m'aperçois que dans tous ces niveaux, dans le fond, c'était des manifestations de la domination. Et il me semble qu'on a mis très longtemps à se rendre compte de ça, en particulier pour ce qui concerne la réflexion philosophique. Et j'étais très heureuse, par exemple, de voir qu'aujourd'hui, on commence à prendre conscience de ce que véhiculaient des pensées de cette sorte, comme par exemple avec le livre de Catherine Melabou, Au voleur. Hein, c'est ça qui voit justement comment, tout en ayant l'air de s'intéresser à l'anarchie, il y a une sorte d'instrumentalisation pour à nouveau affirmer encore un peu plus loin une posture de domination. Et d'ailleurs aussi, il y a une autre réflexion actuelle qui vient en complément de ça, ça ne se recouvre pas, mais c'est aussi intéressant, c'est la réflexion de Géraldine Mühlmann sur l'imposture théologico-politique, et qui montre justement que dans cette tentation de la domination qui menacerait de l'intérieur la réflexion philosophique, il y a toujours, dans le fond, comme on n'en a jamais fini, l'histoire de la théologie à travers le sacré, etc., ça revient comme ça. Dans les figures de maître. Figure de maître, voilà. Et alors, moi, c'est ce que, depuis le départ, d'instinct, j'ai fui, quoi. Et Breton, alors, n'était pas une figure de maître, finalement. Alors, on peut le voir comme ça. On peut le voir de différents côtés, mais bon, il n'empêche que j'ai été attirée, parce que dans les livres que je lisais, vraiment, c'était après j'ai trouvé cette réflexion de Jacques Rigaud, qui était au départ de Dada, qui s'est suicidé très tôt, hein.
comme vous savez, à 29 ans. Et à un moment, il dit « Penser est une besogne de pauvre ». Et moi, ça m'a paru tout à fait éclairant. Parce que j'ai l'impression qu'on ne pense que quand on est obligé. C'est-à-dire pour essayer d'essayer de vivre autrement. Et quand j'ai lu des livres comme ça, surréalistes, ou le Manifeste, ou Nadja, là, j'ai vu que qu'étaient posées les questions qui m'intéressaient, qui étaient justement comment vivre, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que l'altérité, qu'est-ce que c'est l'autre. Et puis, au fur et à mesure, c'était pas... parce que tout se passait comme si, par exemple, dans la radicalité politique, eh bien, le monde sensible n'existait pas. Et tandis que là, à travers justement ce que j'ai vu du surréalisme, il y avait ce désir de réconcilier, ce qui était jusqu'à présent comme irréconciliable. Et il y a un moment, Breton formule très bien en disant transformer le monde et changer la vie, ces deux mots d'ordre n'en font qu'un. Donc c'est très clair. Et c'est très clair. Et tout d'un coup, moi, ça m'a paru très clair quand j'ai commencé à fréquenter ces êtres-là, qui étaient tous un peu plus ou moins singuliers, le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui me paraissait intéressant, et et c'est pas du tout en tant qu'ancien combattant que je parle, mais même avec une sorte de distance, c'est que parmi tous les mouvements d'avant-garde ou les mouvements radicaux qu'on a connus, il n'empêche que le surréalisme se caractérise par la singularité des êtres qui y sont passés. Et ça, c'est quand même... si on prend l'histoire de la peinture, entre Marcel Duchamp et Miro, il n'y a quand même pas tellement... Ça ne se ressemble pas. Et c'était d'abord des êtres singuliers. Et ça, c'est ça qui me paraît très intéressant, c'est que... Et ça, c'est à mettre au compte de Breton, qui a su créer un espace, et c'est là qu'on revient à la politique, qui a su créer un espace qui était tel que dans cet espace pouvaient coexister les gens les plus différents, à condition qu'ils soient eux-mêmes. Et il s'ensuivait que la liberté des uns garantissait celle des autres. Et ça, je pense que du point de vue politique, c'est très fort. Alors comment mettre ça en application, mais que là, on pouvait quand même mieux respirer. Et puis aussi, cette façon justement d'ouvrir ou de s'ouvrir les uns aux autres, ou que les préoccupations des uns commencent à éveiller celles des autres, eh bien ça a amené aussi à une sorte d'ouverture d'horizon incroyable, en ce sens que quand on voit quelles ont été les préoccupations au long cours du surréalisme, c'est quand même... le champ est immense. Donc. Et ça s'ancre, enfin en tout cas un de ces aspects s'ancre de cette ouverture de ces horizons, s'ancre, comme vous le dites, dans le fait que finalement c'était des tous les termes sont un peu piégés, épanouissement, déploiement en tout cas de subjectivité irréductible, avec lesquelles on fait quand même un collectif, et qui s'oppose à des formes de collectif que vous avez... Vous avez parlé tout à l'heure de cette pensée dogmatique, enfin idéologique, de tout ce qui peut être écrasant du dessus, finalement. Oui, si on se rassemble, il faut se ressembler. Et ça, moi, ça va pas pour moi, ça. Mais bon, et c'est quand même une des hypothèques très graves, justement. Et en fait, ce qui est peut-être politiquement, effectivement, à la fois énigmatique ou difficile à penser en application, ça se fait en se faisant aussi... Mais c'est cette formation du collectif à partir de subjectivité pleine, finalement. C'est des affinités, c'est les liens qui se... Qu'est-ce qui faisait collectif dans cette... ça jouait beaucoup aussi sur les affinités électives. Et puis parce que, aussi, d'abord, c'était quand même un certain nombre de personnes qui refusaient. C'était quand même... Plutôt, ça, c'est les... S'il y avait une unité, l'unité était dans le refus. Et là, c'était la chose partagée. C'était un désir de vivre autrement et de refuser ce monde-là, quand même. C'est peut-être en revenant à ce que vous mentionniez sur le sensible au début, et moi je pense à cette phrase qui
adolescente, je me souviens, il est resté du manifeste du surréalisme. Je veux que l'on se taise lorsque l'on cesse de ressentir. Je crois que je ne l'ai pas relu depuis, mais je crois que c'est textuellement ça. Oui, cette ça. idée qu'il y a une exigence sensible. Oui. C'est pas juste le sensible dans toutes ces... Qu'est-ce que ça peut avoir d'édulcoré ou de mou C'est au contraire justement une sorte d'exigence de vie qu'on retrouve et qui sera un peu le guide à la fois de cette façon de penser, d'envisager la pensée et d'envisager aussi ces questionnements politiques. Vous disiez l'horizon est très très large des préoccupations surréalistes, et tout sauf la textualité dont vous parliez tout à l'heure, une sorte de tour d'ivoire. Et comment on peut articuler ce lien entre sensible, pensée et politique à partir du surréalisme ou pas, mais comment vous, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une des veines qui court tout du long pour vous, vous le formuleriez. D'abord, justement, pour revenir sur la côté des refus, il y a des choses qui sont... c'est presque instinctif. Il y a des choses qu'on ne... c'est pas possible. Et à partir de là, on peut discuter. À partir de là, les affinités électives peuvent se manifester. Et ce qui n'empêche pas non plus des affrontements. Il pouvait y avoir des affrontements très violents. Et aussi, quand on regarde l'histoire du surréalisme, très souvent, c'était un repoussoir parce que les affrontements étaient d'une violence extrême. Parce que à chaque fois, chacun y allait de la façon d'être au monde. Mais toujours pour qu'il y ait peut-être plus de liberté et que l'air soit plus respirable. Et c'est ce qui a conditionné d'ailleurs la plupart des fameuses exclusions ou ruptures. Parce qu'à un moment, si vous prétendez être quelque chose, et si vous faites l'inverse de ce que vous prétendez, bon, on est en droit de vous demander des comptes. Et c'est bien aussi ce qu'on peut reprocher à beaucoup d'intellectuels. Moi, c'est de leur demander justement, compte tenu de ce qu'ils ont avancé, comment se sont-ils comportés. Et ça, c'est quand même c'est un grave problème. Monter sur scène. Mais à cette époque-là, en l'occurrence dans les années 60, ce refus dont vous parlez, c'était je vois bien que vous en parlez comme d'un refus un peu absolu de l'ordre des choses, mais il se manifestait comment? C'était un peu sensiblement, intuitivement, c'était un refus de quoi? Qu'est-ce qui sautait à la gorge un refus de participer à toutes les manifestations du pouvoir, de participer à ce qui était soutenu par toutes les politiques culturelles qui commençaient à exister. Et puis bon, la plupart des personnages qu'il y avait là, c'est quand même des gens qui n'étaient pas rentrés dans la société. Hélas, mais c'était quand même beaucoup plus facile à ce moment-là parce que c'était plus facile de vivre à côté, en marge. Mais c'était quand même... il n'y avait pas de personnes installées dans la société, si on peut dire. Donc c'est un refus de participer à ce monde-là. C'est ça. C'était aussi la découverte d'un monde possible à l'intérieur d'un monde pas possible. Oui. Et c'est ça qui faisait, ça faisait un peu, c'est aussi le côté, il y avait un côté bande, il y avait aussi un peu côté pirate, quoi, qui avait aussi il y avait les caches où on était, et bon, c'était comme les pirates, quoi. C'était le café, c'était important. Oui, il y avait cette histoire c'est aussi intéressant même à regarder toujours, même d'un point de vue politique, c'est que Breton avait refusé pratiquement systématiquement les réunions dans des lieux fermés. C'était toujours dans des cafés. Parce que il disait que c'est un lieu ouvert. Et que toujours l'éventuel peut se manifester. Et je pense que ça, c'est aussi une dimension importante. C'est-à-dire, c'est jamais fermé. Ouais, et puis, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai débarqué, je n'avais rien fait. Je n'avais jamais rien fait. J'étais là. C'est tout. Ouais, c'est des lieux, des espaces créés pour ça. C'est des utopies ouvertes, quoi. Il ne s'agissait pas, je ne venais pas avec un texte, on ne m'a même pas demandé. Et puis après, bon, ça s'est fait comme ça. Ouais. Donc c'est ça aussi qui...
c'est aussi le refus de l'efficacité, parce que bon, c'est aussi ça. Qui était déjà présente comme... Ah oui, 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 oui. Comme Oui, attente. parce que quand même, Ouais. fin des années 60, ça commence, tout se met en place. Bon, c'est pas par hasard qu'il y a eu le situationnisme aussi. Mais vous rigoliez bien à cette époque-là. De temps en temps, oui. De temps en temps. Mais c'était ça surtout, oui, oui. Ouais. Et justement, parler du situationnisme, vous le mentionniez, est-ce que ça a été pour vous une poursuite en quelque sorte aussi possible, ou un possible formulé autrement, plus logique, moins poétique, moins sensible peut-être Évidemment, j'avais regardé ça parce que ça m'intéressait beaucoup, justement, les analyses qui étaient faites et qui étaient vraiment en phase avec ce qui se passait. Peut-être plus avec, à ce moment-là, le surréalisme ne produit pas une théorie, ne produit pas quelque chose, une analyse aussi aiguë que celle que produit le situationnisme. Il n'empêche que la dernière exposition surréaliste de 66 s'appelle l'écart absolu, c'est l'écart absolu par rapport à la société qui se met en place. Donc c'est une dénonciation de tout ce dont on souffre aujourd'hui déjà. Bon. Mais il n'empêche que j'étais effectivement intéressée par le situationnisme, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, le situationnisme avait, en ce qui concerne le domaine sensible, avait des positions qui ne me convenaient pas du tout, puisqu'on y est tous... alors après, Debord a changé, mais à ce moment-là, il y avait quand même une forme de dogmatisme qui, moi, ne me convenait pas. Et puis, bon, il n'empêche aussi que ce qui a été mis en avant à travers le surréalisme, c'était quand même la pensée analogique. Et avec le situationnisme, on est quand même dans une réflexion rationnelle. On y revient. Est-ce qu'il peut y avoir une politique surréaliste? C'était la question de Blaise. Une politique analogique. Oui, la question qui m'intéresse, c'était comment on associe l'écriture automatique, l'idée de il faut outrepasser les censures de la conscience qui limitent quelque chose dans un flux d'expression où on laisse le lyrisme en fait aller à la formation d'un groupe cohérent, collectif. J'ai l'impression que il y avait une belle citation dans votre texte qui est celle de Chamfort dans Appel d'air, où en fait ce qui est rejeté c'est l'idée de représentation, l'idée qu'il y a des gens qui nous représentent, mais même l'idée de représentation aussi dans le texte, c'est-à-dire on va essayer de construire une bonne représentation légitime qui parle à quelqu'un, qui se fait bien voir. Et vous avez cette phrase très belle qui dit « Quand on veut éviter d'être charlatan, il faut fuir les tréteaux, car si l'on y monte, on est bien forcé d'être charlatan, sans quoi l'Assemblée vous jette des pierres. » Et en gros, l'idée c'est, pour pas que l'Assemblée vous jette des pierres quand vous êtes monté sur votre tréteau, il faut accepter une espèce de singularité qui va au-delà de la censure consciente, de la censure de la représentation. Et comment on articule du coup ce qui se passe au niveau psychique, au niveau de l'écriture, et au niveau de l'organisation, avec vos amis, avec vos collègues, dans les cafés, etc. Je me demande si c'est possible d'avoir une articulation, ou si ça veut juste... Oui, mais de toute façon, c'est assez clair. De toute façon, il ne faut pas monter sur les tréteaux. C'est ça. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de répondre à la question que vous posiez. C'est à ce moment-là, personne ne montait sur les tréteaux. Et c'est ça le refus. On n'accepte pas de jouer leur jus. C'est ça. Bon, alors ça se paye effectivement, surtout aujourd'hui plus que jamais. C'est presque inconcevable, puisque tous les artistes maintenant, tous prétendent à la visibilité. Et tout le monde prétend à la visibilité. C'est ça qui est encore plus grave. Nous-mêmes, on est un peu sur les tréteaux. Voilà, on y est là. Sur des canapés, c'est vrai. Mais c'est quand même une visibilité très concentrée. C'est une question un peu bébête, mais moi je suis quand même vraiment très heureux d'avoir votre réponse. Mais
je pense qu'on s'imagine de manière très romancée, je parle nous qui arrivons quelques générations après vous, est-ce que c'était cet univers surréaliste et tout ça, enfin on a une espèce de fantasme romantique de tout ça, ça a bercé pas mal d'entre nous dans notre jeunesse et probablement encore maintenant. Donc on voit bien ce que ça pouvait être comme ambiance, comme créativité, comme tentative de trouver des brèches et tout ça. Et qu'est-ce que 68 ça vient actualiser, bouleverser, enfin qu'est-ce que ça vient d'un seul coup, c'est un petit peu comme la manière dont on le lit nous aujourd'hui, c'est que tout ce qui avait été pensé par les avant-gardes culturelles, donc qu'elles soient situ ou surréalistes, etc., d'un seul coup 68 vient déborder tout ça ou l'actualiser. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Est-ce que vous dites on avait trop raison ou finalement non, ça va passer comme vous le pensez Non, enfin, on a très bien vécu ça. On était très contents, mais surtout, je pense que il n'était pas question de venir avec dire on a déjà dit ça, ce qui aurait été complètement ridicule. Ce que les situs ont fait. Les situs ont beaucoup fait ça. Oui, c'est ça, mais justement pas. Et là, très vite, et ça m'a plu, moi. Ça m'a plu parce que très vite, on s'est dit chacun fait ce qu'il veut. Chacun va aller là où ça l'intéresse. Et donc, on s'est fondu en quelque sorte là-dedans. Mais il n'empêche, et ça c'est aussi intéressant, qu'à la suite de ça, ce qui restait du mouvement surréaliste n'a pas survécu. Et ça, je trouve ça formidable. Que justement, 68, dans la mesure où il y avait déjà un désir, puisque Breton était mort et tout ça, et donc il y avait un désir de... Vous pouvez imaginer, il y a toujours des questions de pouvoir, ça revient partout et tout le temps, et bien dans la mesure où ça se manifestait là, et bien moi j'ai trouvé ça très heureux que ça se soit désagrégé comme ça. Mais peut-être parce qu'il y avait eu ce désir cette décision qui n'a même pas été beaucoup discutée, c'est bon, chacun y va, comme on retourne à la mer, quoi, c'est ça. Et ça c'est plutôt à mettre au crédit du surréalisme. Après, tous ceux qui ont voulu faire survivre le surréalisme à lui-même, alors pour moi, je suis complètement allergique à ça. Parce qu'on est dans la fameuse survivance du signe à la chose signifiée, qui est la chose la plus triste qui puisse exister. Et là, on va en entendre avec 2024 et les 100 ans du manifeste du surréalisme. Vous pouvez imaginer ce que ça va être. Du signe vide. Une question, parce que moi j'avais lu qu'il y avait un énorme bouquin qui est sorti sur le rôle des écrivains uniquement pendant les événements de mai 68. Oui. Et puis j'ai à la maison une revue, l'Archibra, dans laquelle il y a un très bel article de vous d'ailleurs. Oui. Datant de cette époque précisément. Oui. Qui fait plaisir à lire. Et en fait, il m'a semblé qu'il y avait que dans l'occupation de l'hôtel Massa pendant les événements de 68, oui. Ce qui était extrêmement intéressant et qui peut d'ailleurs même politiquement nous renseigner, l'ignominie de l'attitude des staliniens de tel quel, etc. Et finalement, la seule chose intéressante, c'était cette alliance un peu d'affinité un peu élective entre ce qui restait du surréalisme, incarné entre autres par vous, et semble-t-il, Blanchot, alors j'aimerais bien comprendre, avec le texte « Nous sommes la pègre » et tout ça, en fait, je ne sais pas quelle était la véritable jonction. Dans le texte, il disait qu'il y avait une vraie jonction à ce moment-là, assez improbable d'ailleurs, entre certains écrivains et vous, et qui étiez un peu les seuls à avoir produit quelque chose qui était au diapason de ce qui se passait, et de l'imprévu de ce qui se passait. Oui, alors moi j'ai pas été là parce que justement il y a eu effectivement, il y avait des comités comme ça, il y a eu comité étudiant-écrivain. Alors moi cette idée d'un comité étudiant-écrivain, ça m'a paru complètement aberrant. C'était justement la négation du fait on pouvait aller où on voulait. Tout d'un coup, à nouveau quelque chose, puisqu'on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, à cette question de domination, tout d'un coup, il y avait des écrivains, aussi sympathiques soient-ils, dont certains surréalistes, et aussi avec Blanchot, mais qui se tenaient toujours à l'écart. Mais tout d'un coup, on allait à nouveau jouer le rôle d'écrivain par rapport aux étudiants. Bon.
Et ça m'a... Moi, je n'ai jamais mis les pieds là. Et ça m'a paru vraiment... ça n'allait pas. En revanche, on avait publié ce numéro clandestin, là, clandestin, de l'Archibras, qui avait des textes assez incendiaires. Et bon, ce qui nous a valu après d'être entendus à la police, avec des chefs d'accusation, incitation au meurtre, injure au chef de l'État, démoralisation de l'armée. Moi, je suis passée pour ça. Démoralisation d'armée. Oui, parce que là, on s'était quand même amusé, parce que ça avait été dans la mesure aussi, il y avait des étrangers, donc on ne pouvait pas, vous savez, il ne faut pas signer, parce qu'immédiatement, ils allaient être expulsés. Donc, et puis on avait décidé que les textes ne sont pas signés. Et après, les buts des interrogatoires, c'était de savoir qui a écrit quoi, pour pouvoir condamner qui de droit. Et là, alors on a eu l'idée de dire que, je réponds un petit peu à votre question, on a eu l'idée de dire que on ne peut pas savoir puisque le surréalisme, c'est l'écriture automatique. Et donc, il y a eu une séance. Moi, j'ai mon interrogatoire. J'étais en train d'expliquer au commissaire, un type qui m'interrogeait. Je suis obligée de lui expliquer. Il me dit, mais comment c'est? Alors, il dit, comprenez pas. Alors, j'essayais de lui expliquer. Et à un moment, il y a eu un éclair. Il m'a dit, mais si vous entendez des voix. Je dis, oui, c'est ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'était aussi pas mal amusé avec ça. Bon, voilà. Puis bon, après, il y a eu une amnistie. Après, il y a eu une amnistie, donc on est passé à travers. Oui, voilà. Belle anecdote. Comment? Belle anecdote. Bah oui, c'était quand même assez drôle, ça. Mais surtout les uns après les autres, parce que donc il s'est dit, là je suis devant une secte, il ne savait pas. C'était vraiment très compliqué. Une secte psychotique. C'est, ouais, j'ai pas envie de quitter en même temps ce monde cet événement, ou ces résonances. Mais après, finalement, ça marque quand même une forme de clôture pour vous, l'idée que, vous disiez, le surréalisme après 68, finalement, 69 se dissout un peu. Voilà. Il y a eu des choses, des regroupements, mais donc avec autour de coupures, mais aussi parce que il y avait des questions de pouvoir qui se manifestaient, et ça n'a pas marché. Ça, justement parce que avec 2 ou 3 amis, on avait posé une question. Comment vous conciliez votre position dans la société actuelle, donc, parce que c'était toujours le fameux argument « il faut bien vivre ». Et bon, ça pour nous, il était recevable, ce « il faut bien vivre » permet tout, quoi. Et donc ça s'est cassé là-dessus, parce qu'il y a eu quelques-uns qui disaient qu'il faut bien vivre. Qui se laissaient accaparer. Et voilà. Et donc, donc on a rompu. Mais il n'empêche, alors ça c'est quand même aussi intéressant, parce que justement, les quelques personnes avec Radovan Ivsik, avec qui je vivais, et puis Toyen, donc cette femme peintre à laquelle vous avez fait allusion, donc et puis il y avait Pierre Pechemort, et puis après il y avait aussi d'autres qui sont venus, des tout jeunes gens. Là on a continué à se voir parce que, juste pour cette histoire collective. C'est-à-dire que autant la singularité est importante, mais on ne pense pas de la même façon aussi quand on est à plusieurs. C'est-à-dire que, justement, pour cette question de l'altérité qui est tout le temps offerte, on pense mieux, on est moins bête quand on est plusieurs. Et donc je pense que ça, et ce qui fait qu'on a continué pendant un certain temps aussi, avec ce qu'on a appelé les éditions maintenant et tout ça, mais on continuait essayer de réfléchir sur ce qui se passait. Et puis bon, après, comme il y avait aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un écart entre les générations. Par exemple, avec Toyen, moi elle a illustré certains de mes textes, il y avait 40 ans d'écart. J'ai jamais senti cet écart-là. Donc il y avait cette possibilité que tout s'ouvrait. Et cette liberté-là, après,
j'ai du mal à le retrouver, justement. Et on a tout fait pour le garder le plus longtemps possible. Mais c'est quand même toujours possible. Et c'est donc ces affinités lectives-là qui après deviennent un peu le groupe qui permet de tout soutenir. Il y a d'autres choses dans lesquelles après vous vous retrouvez qui font continuité après le surréalisme pour étayer, pour soutenir une envie d'écrire, pour soutenir... Ou finalement après ça se poursuit... C'est aussi une façon de vivre. À un moment, on continue de refuser des choses. On continue de refuser des choses et puis d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, quoi. Et là, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire aussi bien la réflexion, essayer l'analyse la plus rigoureuse possible, mais d'un côté aussi les ressources de la pensée analogique qui permet de mettre en rapport des mondes qui n'ont pas l'air de l'être ou des mondes desquels on fait tout pour qu'on ne voit pas qu'ils communiquent. Et là, mon effort, ça a été des dernières années, enfin assez longtemps, justement de montrer à quel point tout se tient. Et vous le faites finalement en dialoguant avec, je pensais à ces points d'appui où il y a beaucoup de dialogue avec des écrivains très 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 divers. C'est vraiment des voix qui s'entrecroisent, des préfaces, des postfaces, ces livres-là, et j'en citais quelques-uns en introduction, mais il y a vraiment... c'est comme une sorte de peuple choisi là aussi, et puis après, mais il y a ce moment où l'image prend aussi beaucoup d'importance dans votre réflexion, et ça c'est à partir de... parce que là c'est aussi un sujet sur lequel vous me semble-t-il, vous soulignez beaucoup ce qu'on ne voit pas, justement, dans l'image, de la façon dont elle est manipulée, dont elle manipule, elle tient nos vies. Et à quel moment l'image devient pour vous peut-être un objet un peu central? Ou est-ce que c'est depuis le début, mais... à la fois comme remède et comme mal principal. Il me semble qu'elle intervient en tout cas depuis 2000 dans vos essais. C'est quand même... une sorte de support ou de creuset du meilleur et du pire. J'ai tellement aimé les images, et puis je continue encore de les aimer, que tout d'un coup, j'ai vécu ça comme une trahison, quoi. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et c'est parti. Et puis aussi, c'était lié à l'impression qu'on respirait de moins en moins bien. Alors il y avait eu ce livre, je ne sais plus en quelle année, c'était Appel d'air, parce que c'était vraiment ça. Et puis d'un autre côté, plus ça allait, plus je trouvais l'atmosphère irrespirable. Et c'est là que j'ai commencé à voir que quelque chose de très grave se passait à travers l'image, à travers ce qu'on était en train de nous montrer. Mais j'en ai pas été tout à fait consciente. Et c'est plus tard, quand j'ai commencé à écrire, à me rendre compte longtemps, mais j'ai pas pu écrire tout de suite parce que je n'arrivais pas à saisir vraiment ce qui se passait, parce que ça paraissait pas du tout politique. J'ai été frappée par l'enlaidissement du monde. Tout d'un coup, il y avait un enlaidissement du monde incroyable, et qui se faisait au nom à travers l'affirmation d'une certaine beauté, et qui était la beauté la plus mensongère qui soit. Et c'est à partir des années 2000 là, que j'ai été saisie par ça, et cet enlaidissement du monde. Alors quand j'en parlais aux amis que j'avais l'air d'être un peu une sorte d'attardée esthétique, ou comment encore, voilà, c'est ça. Et non, j'ai vu qu'à travers cet enlaidissement, on assistait à la cosmétisation du monde actuel, et qui correspondait aussi à ce qui s'est passé dans le monde artistique à partir des années 2000, et qui correspond véritablement à la collusion de l'art, de la mode et de la finance, et qui correspond aussi à la financiarisation de l'économie. Et là, tout d'un coup, il y a eu cette prise, oui, c'est ça, je ne sais pas comment dire, mais ils se sont jetés dans le monde artistique, et qui est devenu le lieu, dans le fond, à la fois
une bourse parallèle le lieu de tous les investissements qu'on connaît, mais en même temps, c'est que là, c'est forgé une sorte d'école de dressage pour nous accoutumer à la violence de ce qui est aujourd'hui en place. Oui, c'est ça. C'est à la fois une dimension de camouflage, vous revenez sur le côté, cette esthétisation qui camoufle finalement assez efficacement, enfin en tout cas on les vit de manière clivée, la brutalité du monde, et en même temps, ça va au-delà, ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il y a une dimension vraiment de dressage, un effet comportemental de ces images sur nos façons de vivre. Oui, c'est-à-dire que quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé à partir justement des années 90-2000, bon, c'est le début de l'horreur, de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, il y a eu, ce qui était très intéressant, il y a eu une sorte d'acceptation du discours critique. Tout d'un coup, le discours critique a été intégré. Et le résultat de tout ça, c'est le capitalisme vert qu'on connaît. Bon. Et donc, je me suis rendu compte qu'on était dans une société du déni continuel. C'est-à-dire, oui, on sait bien, oui, c'est comme ça, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à faire nos saloperies. Quoi. Et bon, et l'exemple le plus flagrant, c'est ce qui se passe avec maintenant tous les produits non toxiques. Donc, tous les produits non toxiques qu'on trouve dans tous les endroits. Et d'abord, ça joue sur une culpabilisation. Comment vous avez pu, jusqu'à présent, consommer des choses aussi toxiques. Mais dans le fond, on est en train de vous vendre et d'essayer de vous culpabiliser, alors que pendant des années, on vous a vendu les poisons. Donc, on est dans une société du déni continuel. Et pour faire passer ce déni, il faut soigner l'emballage. Et l'emballage, c'est toute la politique du luxe, c'est toute cette beauté, on emploie le mot, mais beauté frelatée, ce que j'ai appelé la beauté d'aéroport, toute l'histoire des marques, et on voit comment ça marche, et comment c'est une aliénation incroyable qui passe par là. Mais dans le même temps, donc il y a différents niveaux, et ça c'est aussi d'une sophistication formidable, c'est-à-dire il y a le niveau du luxe, de cette cosmétisation de forme du monde. D'un autre côté, il y a à travers l'art dit contemporain, qu'est-ce qu'on nous a vendu? On nous a vendu une brutalité, parce que les manifestations de l'art contemporain essentiellement sont des réalisations monumentales qui, il faut aussi remarquer au passage, qui déborde le musée, qui déborde l'espace du musée. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, on va pas vers le peuple, c'est que tout d'un coup, on est en train d'attaquer l'espace commun, on est en train d'attaquer l'espace social. Hein? Et comme maintenant, toutes ces choses-là sont sponsorisées et que le capital qui est derrière est beaucoup plus fort que les institutions, donc c'est gagné. Et d'un autre côté, qu'est-ce que ça provoque chez vous? C'est parce qu'on est dans une sorte d'art des effets spéciaux. Et ces effets spéciaux provoquent chez le spectateur une sorte de sidération. Oui, c'est l'inverse de la sensibilité. Oui, quoi. C'est d'abord l'inverse de la sensibilité, et d'un autre côté, il y a une suspension de l'esprit critique. Là, dans le texte que j'ai sous les yeux, vous dites que c'est un dépeçage de la fonction utopique. Ben oui. Oui, je peux vous lire le passage, peut-être? Oui. On peut, si vous voulez, je vous en prie. Alors, encore, vous avez écrit l'imagerie publicitaire croît et embellit, se nourrissant avidement des éléments de l'utopie qu'on lui abandonne les uns après les autres, la facilité, le luxe, le rire, l'innocence, le plaisir, ce qui ne correspond nullement à une disparition de la fonction utopique, comme on pourrait le croire. Non, elle est encore là, d'être liée au rêve, elle ne disparaît pas si facilement, cette fonction utopique, mais c'est à son dépeçage, chaque jour recommencé, que nous assistons sans en être conscients. Autrement dit, oui, ben oui, elle est encore là, mais elle est en train d'être bouffée, quoi. Mais c'est il y a longtemps, ça. Et oui, en plus. Ça dure. Non, mais c'est vrai, et c'est ça dont il s'agit, hein, c'est ça. Et c'est très très grave, ça. C'est très grave. Je veux bien poser une petite question là. Oui. Tout petit peu et adorablement polémique. Oui. Hein, oui. Si c'est adorablement, j'y suis. En fait, moi, je vous suis complètement. Mais peut-être qu'il faut.
je vous suis complètement, mais peut-être qu'il faut un peu ressourcer l'origine de ce faux art contemporain subversif XXL monumental Oui. en le rendant à César, Oui. c'est-à-dire au C'est qui situationnisme, c'est-à-dire un art du détournement qui a été entièrement redétourné et récupéré par l'art contemporain prôné par Pinault, Arnaud, etc., mais dont toute la fausse subversion est intégralement une sorte d'application ignoblement cynique des techniques du détournement situationniste. Mais je pense que là, on en serait entièrement d'accord. C'est pas polémique. Ça, c'est pas du tout polémique. C'est la partie adorable. Ça, c'est la partie adorable. Et moi, ce que je repensais en vous écoutant sur l'enlaidissement du monde, où là, je prends un peu peur. Je prends un peu peur sur l'enlaidissement du monde parce que Finkielkraut pourrait dire la même chose. Donc, je prends peur. Oui, bah ça, vous avez raison. C'est pas pareil, vous savez, c'est quand même pas pareil. Mais je sais bien. Oui. C'est Non, vrai que c'est adorablement. non Mais mais attendez, je finis juste mon petit raisonnement pour juste faire remonter mes lectures surréalistes d'adolescence et de post-adolescence, qui était l'amour absolument débridé des surréalistes des années 20 et 30 pour toutes les publicités murales. Et ces enseignes et ces publicités murales qui envahissaient en fait l'espace, pas du tout d'une façon cool et sympathique comme on voit quelques publicités murales, mais qui étaient l'effarement. Quand on regarde des images de 1900 à 1920, etc., il y en avait partout, c'était quelque chose qui détruisait la ville, qui enlaidissait la ville. Et eux, pour aller à l'inverse, s'étaient mis à dire bébé Cadom c'est merveilleux, tout ça. Alors que bébé Cadom c'était de la saloperie et de la pourriture nocive et tout ce que vous voulez. Hein. Et donc je voudrais juste articuler ce truc-là, c'est-à-dire à quel moment les surréalistes ont pu idéaliser la publicité de rue comme étant une chose qui pouvait être détournée par le langage en disant ils ne le savent pas eux-mêmes, mais nous on peut dire qu'à leur insu ils font de l'art. Et comment aujourd'hui finalement tout s'est retourné, c'est-à-dire que l'art est entièrement et uniquement sponsorisé par des groupes publicitaires et fait semblant de la subversion. Mais je voudrais juste articuler avec l'adoration qu'ont eu les surréalistes première époque, bien avant vous, pour l'art publicitaire, pour la réclame, pour les encarts. Oui, pour les... mais parce que je pense que c'était aussi le surgissement de phrases comme ça qui débarquaient dans le continuum de la vie, courante. Tout d'un coup, il y avait une phrase complètement inattendue qui apparaissait, et il y avait un côté, ça pouvait aider à partir ailleurs. Vous voyez, je pense il y a eu une sorte d'éblouissement, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça. Après, je crois qu'ils s'en sont. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas avoir des éblouissements en nous-mêmes détournant, reprenant, citant un bout de l'ignominie de l'art spectaculaire contemporain qui envahit la ville. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir les mêmes éblouissements en prenant un bout, en le détournant, en s'en amusant? Oui, pourquoi pas? Ou est-ce qu'on n'est que dans la déploration de l'enlaidissement? C'est là où je viens vous chercher oui, mais vous avez de façon raison. adorablement polémique. Mais c'est ça, vous avez raison. Parce que je suis d'accord, même quelquefois moi je peux m'amuser de trucs qu'on peut voir comme ça dans la rue. Mais quand j'ai parlé de l'enlaidissement du monde, c'est cette sorte de cosmétisation, c'est-à-dire que l'enlaidissement du monde, c'est comment les villes sont aujourd'hui démolies, comment les villes sont détruites, comment, dans le fait, il se passe exactement la même chose avec les villes qu'avec la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est entre les lèvres botoxées et la réhabilitation des quartiers, des fameux quartiers, c'est des villes complètement mortes. Et c'est des villes après qui sont, comment on appelle ça? Il y a un nom, gentrification. Voilà. Et c'est ça que j'appelle l'enlaidissement du monde. Donc c'est pas la même chose que ce à quoi vous faites allusion. Donc je pense que oui. C'est pas Finkielkraut, hein. C'est pas ça. Non, pas du tout. Non. C'est pas de... Non. Il fallait écarter le point de jonction. C'est ça, oui, non, pas du tout. Le faux point de jonction. Mais bon, là, cette histoire de cosmétisation de tout, ça c'est quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout est relookable, tout est relooké, tout est relookable. Tout est relou. Oui, et c'est ça. Et c'est au détriment justement
de la vie, des choses. Ouais, il y a peut-être une massification aussi, Ouais. simplement de la chose qui, quand même, le surgissement dont on parlait là devient difficile, parce que c'est quand même placardé absolument partout. Oui. Mais et est-ce qu'il n'y a pas aussi, en termes d'étapes, je repense quand même c'est les années 90, le capitalisme tardif, comment ça s'appelle, Boltanski, je sais pas, la question de la critique, de l'intégration de la critique artiste. Et c'est ça, je pense que c'est cette intégration de la critique en elle-même qui est devenue visible, on le sait bien, c'est impensif, mais c'est quand même toujours... c'est toujours c'est le fonctionnement des marques, c'est le fonctionnement de la figure de l'entrepreneur, c'est tout récupère, la critique. Une captation de cette part d'intérêt général qui est nécessaire pour justifier son pouvoir économique. C'est ça. Complètement. Oui, oui. Et bon, il ne faut pas oublier que Sacchi, qui est un des promoteurs de l'art contemporain, de Damien Hirst et tout ça, a été avant l'attaché de presse et même de Margaret Thatcher. Donc il y a une continuité extraordinaire, quoi, c'est ça. Et donc c'est la démolition du social. De l'espace social, et d'un autre côté, c'est l'accoutumance à la brutalité de ce qui se met en place. Oui, par cosmétisation, et on parlait de diversion, divertissement, enfin ces effets de l'heure qui sont qu'on a beau voir, mais qui fonctionnent sur des choses finalement aussi primaires que ça fonctionne assez bien. Et avec justement tous ces stades extrêmement sophistiqués que justement Cappiello et Boltanski ont très bien analysé quand même. Oui, voilà, et puis les réclames de 1920, elles étaient 1 milliard de fois moins sophistiquées que celles d'aujourd'hui. C'est pas... c'était 1 milliard de fois moins sidérant. On avait une possibilité critique face à elle, quoi. On n'était pas ciblé, il n'y avait pas des armées... Et c'était pas du 3e degré, parce que là, la réclame intègre des tas de degrés de la réclame. Et ça rejoint un petit peu quelque chose qui parlez vraiment fort, sinon vous rendra pas. Ça rejoint un petit peu quelque chose qui est discuté dans beaucoup de ces livres là qui sont sur la table. C'est le fait que comme la critique est perpétuellement intégrée et au capital et au marché, etc., c'est très difficile de contredire ou de lutter, en fait. Puisque, enfin, ça c'est peut-être quelque chose qui... L'absence de négatif, quoi. Oui, c'est ça, on est là-dedans, maintenant on est là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de négatif. C'est vrai, et par exemple, quand on travaillait avec Yuri Armanda, justement, sur ce qui se passe à travers l'image, et quelquefois on se disait, mais ça peut être comme ça, et le lendemain ou dans les jours qui suivaient, immédiatement, une nouvelle saloperie était mise en place. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de course de vitesse. Et l'efficacité quand même de ce règne de l'image, on l'a vu, je sais pas, avec le confinement. Il n'y a pas de confinement sans Netflix, on l'a déjà évoqué ici, mais c'est possible. Enfin, de fait, c'est canapé image, c'est un mix qui est... Et d'ailleurs, Schmitt, qui a été une des chevilles ouvrières de, je crois que c'est Google, hein, un des très importants. Dès qu'il y a eu le confinement, immédiatement, il a fait une déclaration en disant que c'est merveilleux, parce qu'on va gagner 10 ans, à peu près, parce qu'on va voir comment on vit mieux comme ça, et comment aussi les intérêts, tout le monde a intérêt à ça. Et comment la vie va être complètement différente, parce que le problème de ce qui se passe à travers l'image aujourd'hui, c'est bien que l'image est devenue l'agent privilégié du capital. C'est-à-dire en étant à la fois une source intarissable de bénéfices, et d'un autre côté, un moyen de contrôle dont vous ne pouvez pas rêver, dont le capital ne pouvait pas rêver. Qui permet de mesurer l'attention comme peu de choses. Et c'est en même temps. Et c'est en même temps. C'est extraordinaire, parce que vous payez pour être contrôlé. Je vais faire l'avocat du diable ou du négatif ou de l'insurrection, mais je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Hein. Et en même temps, on a aussi relativement récemment été confronté à l'apparition d'un autre type d'image. Je pense le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Le gilet jaune, c'est typiquement
une image, une espèce de point de rassemblement qui au départ est vraiment sur le pire des endroits ou des non-endroits, à savoir l'Internet, Facebook, etc., qui pour autant se propage. Et les non, au départ, au départ et d'abord essentiellement, enfin, uniquement sur les réseaux sociaux, etc., qui finalement, sur un coup de hasard ou de l'histoire, se retrouve à être sur les ronds-points, puis sur beaucoup de ronds-points, puis sur les Champs-Élysées, puis cette image elle se transforme en gilet jaune qui brûle des voitures de police, des préfectures, etc. etc. Et dans ce soulèvement qu'a été les Gilets jaunes, l'image, je pense, a été quelque chose de relativement clé en tant qu'elle se propageait sur les réseaux sociaux, en tant que les gens se croisaient dans la rue, et avec ces éléments très drôles, hein, dans les premiers week-ends vraiment insurrectionnels à Paris, tout le monde mettait son gilet jaune, c'était une manière vraiment de se voir, et en fait, à un moment donné, il fallait le cacher absolument très vite pour ne plus être vu par la police, mais il y avait d'un seul coup la question de l'image débordait les écrans d'ordinateur, débordait l'image, et en l'occurrence permettait le mouvement insurrectionnel souvent le plus menaçant et le plus rigolo depuis 68 sans souci, quoi. Donc, comme quoi l'image peut, c'est pour ça que je me fais l'avocat du diable, l'image peut aussi être retournée dans cette époque de surimage de tout, quoi. Oui, mais c'est à la fois c'est doublement intéressant parce que justement les ronds-points, on voit bien qu'il n'y a plus d'espace commun. Hein, donc il n'y a plus d'espace. Il y a plus d'espace. Oui, on peut se retrouver. Donc c'est dans les pires des endroits et au milieu, au cœur. Donc ça c'était très intéressant. Et d'un autre côté, c'est qu'il y avait aussi un désir de visibilité. Là, qui était très fort, et que c'est bien parce que ces gens n'étaient, puisque on est arrivé à cette dictature de la visibilité, ces personnes n'avaient pas de visibilité, donc n'existaient pas. Bon, donc ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, ils ont trouvé les moyens de rentrer dans ce système de la visibilité. Le malheur, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont été vaincus par cette visibilité, et que c'est retombé à cause de ça. Et qu'il y a une sorte de court-circuitage qui fait que... et puis après, à travers l'image aussi, qu'est-ce qu'a véhiculé cette image? C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qu'on retrouve maintenant dans les rangs du Front National. Hein, globalement, le mouvement des Gilets jaunes a vraiment pas, a évité cet écueil de sombrer dans l'extrême droite. Mais il faut toujours se souvenir, c'est que le champ commun que les Gilets jaunes se sont trouvés, et qui n'est donc pas exactement l'action de l'image, c'était on est là. Et ça, on est là, c'est un petit peu, c'est une autre question que celle de la visibilité, celle de la présence. Oui, mais ils ont été vaincus par la visibilité. La force, c'était on est là. La force, c'était dans la présence et une forme de représentation. Ouais. Et après, à mon avis, tout se passe comme s'ils ont été complètement circuités par la visibilité. Mais bon, ça, on peut en rediscuter. Autant je trouve votre réponse assez profonde et politiquement hyper intéressante rejoignant pour donner une explication peut-être un peu dissidente dans certains milieux qui écoutent cette vidéo sur le piège cette façon assez géniale qu'il y a eu de détourner, retourner l'image avec l'histoire du mouvement des Gilets jaunes, et de la façon dont peut-être le piège était remonté sur les tréteaux de la visibilité et qui les a tués. Je trouve ça, en tout cas, moi, ça me convainc. Mais là encore, j'ai une petite critique un peu... toujours aussi adorable, j'espère. Oui, je vous en prie. Qui est que parfois j'ai l'impression que ce discours, alors d'une manière aussi bien politique qu'artistique, existentielle, tout ce qu'on veut, etc., est-ce qu'il n'y a pas une clôture à dire qu'aujourd'hui, ce système d'image dominante étant finalement le bras armé pixelisé du capital, finalement, est forcé de vaincre, car il n'y a plus aucune façon de s'y soustraire
il n'y a plus aucune façon de le refuser, comme vous disiez que c'était le point commun de tous les surréalistes instinctifs de cœur, n'ayant produit pas un seul vers de poème, mais leur point commun c'était le refus. Et est-ce que vous n'avez pas parfois, on pourrait croire dans votre discours qu'aujourd'hui il n'y a plus de position de refus et de retrait possible? Or que moi, j'ai l'impression, et je ne saurais pas les définir, et je ne saurais pas que, même par rapport à l'aliénation de l'image qui nous traverse tous de part en part, et toutes les contradictions aliénantes ont toujours traversé tous les peuples de part en part depuis l'Antiquité, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se soustraient à ça, et que c'est très important de toujours, si on tient un discours, sinon le discours devient catastrophiste, apocalyptique, et un discours qui finalement nous conduit à la résignation, comme celui des bourdieusiens et de leurs disciples que vous avez cités avec un peu trop d'enthousiasme à mon avis, parce que Bourdieu, lui, en 68, il était contre, hein, puisqu'il pensait que ça ne pouvait pas exister. Oui, mais Il bon, a... lui, il Ah ben non, occupait des tout positions de était pouvoir héritier, aussi. répétition, il ne pouvait pas y avoir d'événement. C'était ça la pensée bourdieusienne, et la pensée aussi de Luc Boltanski est la même. Oui, bon, ceci, il ne faut pas oublier que c'est des gens aussi qui sont rentrés dans le système, hein, qui ont accepté des positions de pouvoir. Non mais en dehors de ça, ma question c'était vraiment, Oui. c'est est-ce que dans votre discours, il y a toujours l'espoir Oui, ou l'envie, la curiosité de se dire comment font aujourd'hui ceux d'ailleurs qu'on ne sait pas comment. Même moi, je ne saurais pas le dire. Et c'est pas forcément les rebelles apparents, mais qui se soustraient à cette dictature pixeliso-dominante là. oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Parce que, bon, aussi, je ne sais pas si je dis radical, mais aussi sévère peut paraître les analyses que je fais, jamais je n'accepte d'en rester au constat. Et que justement, je pense toujours qu'il y a une possibilité. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est là. Donc, mais oui, c'est ça. Mais bon, non, mais c'est quand même, c'est qu'il y a, bon, et ne serait-ce que le fait que de plus en plus il y a des jeunes gens, me semble-t-il, et vous êtes peut-être mieux placés que moi pour le savoir, mais il y a des jeunes gens qui désertent, qui ne veulent pas de ce monde-là, et qui inventent une autre façon d'être. Et ça, pour moi, c'est extrêmement extrêmement important, et je pense que c'est de plus en plus. Parce qu'il y a un malaise grandissant, même si on a les pires difficultés pour l'analyser, mais il n'empêche que ce constat-là, et bon, on a tous vu il y a 2 ans, je crois, c'était quand il y avait ces gens qui avaient fait les écoles je sais pas quoi, les ingénieurs déserteurs, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce monde-là. Et ça, effectivement, je pense qu'il faut toujours miser là-dessus. C'est d'une importance colossale, parce que c'est presque c'est l'espoir qu'on a, et c'est l'espoir dans l'inventivité. Qu'à un moment, les situations, celles-ci désespérées, à un moment, il y a toujours cette inventivité que la pensée rationnelle, dont la pensée rationnelle ne tient pas compte, en général. Et cette inventivité, elle vient aussi de gens qui sont à la marge, ou qui ont décidé de ne pas passer par les autoroutes intellectuelles, par tout ce qui tient le devant de la scène. On en revient au tréteau. Il ne faut pas être sur les tréteaux. Mais là, dans les chemins de traverse, etc., il y a toujours quelque chose. Il y a toujours cette inventivité. Et moi, j'insiste toujours là-dessus. Mais les gens sur les tréteaux, ils descendent des tréteaux parce que le public leur jette des pierres. Ah ben ça c'est très bien. Ça c'est très bien, oui. Et c'est comme ça arrive très souvent. Et du coup, une question qui rejoint un peu cette chose-là, dans la citation que j'ai lue tout à l'heure, il y a la fonction utopique, vous dites elle n'est pas encore morte, bon c'est en 1988, donc peut-être elle est morte maintenant, je ne sais pas. Mais si elle n'est pas encore morte, cette fonction utopique, qu'est-ce que ça peut être des artistes contemporains, enfin des gens qui font des choses, c'est quoi la fonction subversive de l'art, comment elle peut détourner des grandes pièces? Est-ce que c'est juste parce que les musées sont devenus des espèces de chasse gardée de l'art du capital,
et qu'en fait, juste l'art subversif, il n'est pas dans les musées, etc. Ou est-ce qu'il y a un geste à changer, que celui du détournement ne marche plus ou... Moi, je sais, bon, ça m'intéresse pas tellement qu'est-ce qui se passe dans l'art aujourd'hui, parce que étant donné tout ce que ça a donné comme catastrophe, mais s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est beaucoup plus dans ces formes d'inventivité auxquelles on a fait allusion. Et c'est beaucoup plus... Parce que quand on voit la plupart des artistes, et même des jeunes artistes, eh bien, ils visent tous à la visibilité. Non, mais du coup, la question peut être comment déjouer le piège de la visibilité sans se condamner à l'invisibilité absolue. C'est-à-dire que ici, nous ne sommes pas invisibles, il y a une forme de visibilité qui s'est mise en place. Et donc, il y a quand même des visibilités. Quelles sont les conditions d'une visibilité qui échappe au piège de la grande visibilité dont on parlait tout à l'heure? C'est une vraie question. Et je vous remercie de la poser. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous n'êtes pas obligé. Mais parce que c'est réellement une vraie question. Non, parce que c'est réellement une vraie question. Je vais essayer de répondre. Comment dire, je ne sais pas comment répondre, mais c'est surtout ne pas lâcher. Hein. C'est pas la question de la visibilité, c'est ne pas lâcher, c'est-à-dire faire que les choses auxquelles on tient soient possibles et continuent d'exister. C'est-à-dire que parce qu'on se trouve dans la situation où c'est pas seulement la visibilité, mais où on est arrivé à un stade tel de l'évolution du capital, où tout ce qui est visible est devenu marchandisable. Et tout ce qui est visible se vend. Et maintenant, un nouveau stade, un point de non-retour a été atteint, parce que avec Metaverse et tout ce qui va avec, les NFT, etc., non seulement le capital a la prétention de vendre tout ce qui est, non seulement ce qui est visible, et maintenant on se sert aussi de l'image pour vendre ce qui n'est pas. Et c'est l'imaginaire qui est menacé, c'est l'utopie qui est menacée. Donc, dans ces conditions-là, c'est extrêmement... la situation est quand même très compliquée, et c'est pour ça que toutes les formes d'inventivité et justement de tentatives pour vivre autrement, pour vivre en dehors de ça, c'est-à-dire pour miser sur ce dont le capital ne peut pas extraire de la valeur. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et qu'est-ce que c'est? Et on en revient, donc c'est là l'articulation du politique et de l'individuel. Ce dont le capital ne peut pas extraire de la valeur, bien c'est nos amours, c'est nos passions, c'est nos rêves, mais c'est aussi, par exemple, c'est le sommeil. Il y a eu un livre remarquable de Jonathan Crary qui s'appelle le capitalisme à l'assaut du sommeil, qui est remarquable, qui montre justement de quoi il s'agit. Et que là, si on peut, les uns et les autres, miser et revoir la vie et revoir la façon d'être au monde en fonction justement de ce qui pour nous n'a pas de prix, alors je pense que le pari peut être gagné. Mais je pense qu'il faudrait peut-être... je pense à ce texte de Breton là, sur le sommeil aussi, de 33. Contre la résignation, quoi. Oui, ouais. Oui, le texte des vases communicants. Que vous vouliez... Comment qu'on pourrait lire. Je ne sais pas si vous... Parce que c'était quand même... Parce qu'en fait, tout est quand même affaire de ligne de crête, parce que à chaque fois, vous parlez oui. le domaine du sommeil, et de fait, on cherche à se l'accaparer. Il y a de la publicité qui est censée, bien au-delà de l'image subliminale maintenant, pouvoir intervenir dans le sommeil. Il y a, si on parle de l'érotique ou de l'amour, évidemment, on sait bien que c'est le champ par excellence
l'ère de jeu du capitalisme. Et en fait, bien sûr qu'on sait bien aussi qu'il y a quelque chose qui n'a pas de prix là-dedans, mais il y a un travail d'extraction de ligne de crête à faire constamment pour dissocier, parce que il y a accaparement, justement. Mais c'est ça, essayer d'inventer. C'est ça. C'est résister. Enfin, c'est ça aussi, parce que aussi la question n'est pas qu'il n'y a pas de critique, mais le problème, c'est que ces critiques sont parcellisées. Et que le capital a réussi, c'est le point de départ, parce qu'on voit, par exemple, chez Élisée Reclus, quand Élisée Reclus parle il y a ce texte sur le sentiment de la nature qui est extrêmement intéressant, et il montre comment cette nature que lui évoque mieux que personne, comment tout de suite, c'est tout de suite parcellisé. Tout d'un coup, on vend des parcelles de terre. Et il montre comment c'est au départ de la capitalisation. Le problème, c'est qu'on en est arrivé maintenant à une parcellisation de la critique. Et c'est peut-être une des tragédies théoriques les plus grandes, parce que alors il y a des analyses tout à fait intéressantes, mais ça ne communique pas, et ça fait en sorte que chacun que chacun développe son discours sans voir que c'est la totalité qui est en jeu. Parce que si on prend, par exemple, qu'on s'appelle la Last Generation, là, ceux qui lancent de la peinture sur... Dernière rénovation. Voilà. Bon, alors c'est très sympathique, bon voilà, on comprend très bien la radicalité, parfait. Sauf que ils ont mal choisi leur tableau. Parce que quand on lance sur Van Gogh, ça ne va pas. S'ils avaient lâché ça... C'était sur le plexiglas qui est oui, mais bon, non, mais bon, sur le plexiglas, c'est quand même cette image-là. C'est sur cette image-là. Or, donc, s'ils avaient sur, je sais pas quoi, le couronnement de Napoléon, n'importe quel portrait de manifestation du pouvoir, les batailles, etc. Bon, il y en a qui sont célèbres, ils auraient pu faire assez de dégâts, mais là, quand on voit qu'ils choisissent que ça au Botticelli, je regrette, c'est parce qu'il y a eu des personnages comme Van Gogh qui ont regardé autrement, qui ont eu cet œil-là, et qui était un œil à la fois, un œil de visionnaire. C'est bien parce que cet œil visionnaire a été constamment censuré par le sens profond de ce regard-là, que maintenant on est dans un monde comme ça. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout d'un coup, il y a des gens qui veulent amener à un monde nouveau, ils veulent nous sauver de la catastrophe, sauf que tout d'un coup, c'est des aveugles qui vont ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est difficile. Pardon. Oui. Non, mais je pensais de s'attaquer à l'objet, parce que c'est aussi un objet de marché. En fait. Mais voilà. Ça oui. Mais il y a beaucoup d'objets de marché. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que dans la logique de la représentation médiatique de leurs gestes, Van Gogh, c'est comme Picasso, c'est-à-dire s'il y a un artiste mais quand même, il faut un petit peu réfléchir. Justement, les gens qui veulent changer le monde, il faut qu'ils réfléchissent un tout petit peu quand même. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'on revient à cette question de dire, on a choisi ça parce que c'est une saloperie, etc. Et bon, et que c'est une saloperie auquel vous donnez du prix. Et le problème, c'est que vous faites payer cher aussi des choses. Mais vous donnez du prix à ce qui en a aussi. C'est ça que là que c'est compliqué. Mais bon, là, on peut commencer à décortiquer. Mais l'extraction, justement, de ce qui n'a pas de prix, à qui on a donné, à quoi on a donné du prix, est complexe, finalement. Et est-ce que je repensais quand même par les questions qui vous étaient posées, autour de quoi on tourne. C'est sûr qu'il y a des positions, des attitudes vis-à-vis de l'image, mais c'est pas non plus l'image elle-même d'ailleurs, parce que voilà, Van Gogh peut être accaparé et tant d'autres. Et c'est quand même... alors je repensais à ce que je crois, vous essayez, vous épinglez, vous attrapez, vous saisissez, je sais pas, dans la vitesse de l'ombre, c'est-à-dire que ces images qui ce que vous décrivez de ce livre qui va paraître là, mais c'est des images qui partent justement, qui sont pas saisissables, en tout cas pour une subjectivité. Il y a une question de vitesse, de furtivité de l'image, que je trouve intéressante. Est-ce que là, il y a une voie aussi pour penser, est-ce que c'est dans la nature de l'image, est-ce que c'est dans un dispositif, est-ce que c'est dans des subjectivités, donc nos attitudes vis-à-vis de l'image, je sais pas. Mais du fait que, voilà, une image échappe
Quand bien même c'est des images, j'imagine, aussi patrimonialisées et tout, c'est un autre régime. Alors, c'est une question moi, qui m'a obsédée, surtout à partir du moment où on a fait cette réflexion, développé cette réflexion avec Armanda, parce que effectivement, le tableau est quand même inquiétant de se demander quelles images vont résister à ça. Et continuellement, je me disais, mais quand même, je continue à aimer des images. Et puis, il y a eu cette exposition à laquelle vous avez fait allusion au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Toyen, qui avait été toujours complètement aussi mise sur le côté parce que justement, elle n'a pas joué le jeu. Elle n'a pas joué le jeu des galeries, elle n'a pas joué le jeu du marché. Donc, elle n'existait pas. Et tout d'un coup, on commence à la redécouvrir. Et tout d'un coup, ça va valoir de l'argent, évidemment. Mais bon, il n'empêche que moi, j'avais très peur parce que je me suis dit, est-ce que ces images qui sont justement porteuses d'énigmes, est-ce que les gens vont voir, hein? Et j'ai eu quand même cette surprise très, très forte. Excusez-moi de m'interrompre. Est-ce que ce n'est pas lié justement au fait qu'il y a une différence fondamentale entre le tableau et l'image? C'est-à-dire que le mot d'image, finalement, est un mot extrêmement piégé parce qu'il subsume, pourrait-on dire, tous les types de visualité, alors que, pour moi, il n'y a aucun rapport entre un film et une image, entre un tableau et une image. Donc la notion d'image, finalement, est un mot fourre-tout, faible, me semble-t-il, qui vise à abolir les différences entre les différents types de régimes. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas entièrement d'accord avec vous quand vous faites le procès de la visibilité, puisqu'il y a de bonnes visibilités. Notamment, par exemple, les minorités doivent en grande partie leur salut grâce à la visibilité, selon moi. Enfin, une partie de leur salut. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais sur la question là, que vous soulevez à l'instant, et qui m'intéresse, c'est que justement, la force d'un tableau, par exemple, ou la force d'une image filmique, mais qui n'est pas exactement une image, ou la force d'un plan de cinéma, par exemple, ce n'est pas exactement de l'image. Et il me semble que le mot image est un mot finalement qui justement, alors là, est très dans la logique du Capital, où le tout image abolit la différence entre les différents type d'image. Voilà. Et c'est en ce sens que je pensais à Serge Danet qui disait le cinéma, c'est pas de l'image, c'est pas du visuel. Pas du visuel. Et voilà. Enfin, mais vous avez tout à fait raison de... C'est rare qu'il ait raison. Je ne le connais pas, mais je salue l'événement. Je salue l'événement. Filmez cet événement. Rendons-le visible. Thomas Claire plus enragé que les enragés. Parce que, effectivement, une des victoires, justement, de la colonisation de l'image par le capital a été d'abolir ces différences que vous avez mis en lumière. Et ça, je pense mais que maintenant, tout est réduit à l'image. C'est-à-dire que quand vous allez dans un musée, on est dans la situation générale dans les musées fréquentés, où les gens commencent par photographier ce qu'ils sont en train de voir. Donc, la différence que vous soulignez de l'image, eux la réduisent déjà maintenant. Ça devient l'image sur le iPhone. Certes. Bon, et donc, et le grand mouvement actuel, c'est ça dont il s'agit. Et en ce sens, c'est très très grave, effectivement, parce que aussi, et on en revient à Walter Benjamin, donc avec ce que Walter Benjamin a mis en lumière avec toute sa théorie de l'aura, qui est cet espace que l'original pouvait développer, pouvait faire naître. Or maintenant, ça n'existe plus, puisque non seulement il avait vu que la reproduction mécanique anéantissait tout ça, mais c'est que maintenant, c'est les images qu'on nous propose, qu'on nous inflige, en quelque sorte, ce déferlement d'images, dit absolument, il n'y a plus du tout d'espace. Les images sont les unes projetées les unes après les autres, et du coup, elles en deviennent interchangeables, parce que à partir du moment où il y a eu donc ce qu'on a mis en lumière, essayer d'analyser dans ceci, tu auras cela, c'est que tout change à partir du moment où, avec le iPhone, où il n'y a plus de différence entre la production de l'image et sa distribution.
tout d'un coup, aussitôt produite, l'image est diffusée. Et de ce fait, on va arriver à cette situation que ce qui va importer, ce n'est plus le contenu de l'image, c'est le nombre de fois qu'elle va être vue. Et ça c'est très important aussi. Et regardez après tout ce que ça a engendré du côté follower, etc. C'est ce qu'on veut nous faire croire, c'est ce que veut nous faire croire le capitalisme. Oui, oui, et on voit bien dans des musées, par exemple, finalement, il y a une forme de résistance, même si les gens prennent... Là, moi, je fréquente beaucoup les musées, et que je pense que malgré tout, ces résistances, elles s'expriment, elles sont vécues, elles sont de l'ordre de l'expérience, et ne sont pas, je l'espère, complètement réductibles à ces opérations tactiles. C'est quand même intéressant qu'on appelle tactile, d'ailleurs, cette opération qui consiste à balayer de l'image, comme on le voit dans le métro, c'est vrai. Les gens regardent des choses insipides, enfin c'est effrayant. Mais c'est vrai. Mais néanmoins, moi je m'attache à cette idée d'un art, et malgré tout il vise Van Gogh, mais c'est Van Gogh qui vise, c'est le tableau. C'est pas l'image. Je pense que même consciemment, inconsciemment, c'est plus qu'une image, justement. Ben oui. Parce que c'est une icône, même. Et une icône dans le bon sens du terme, justement. C'est-à-dire quelque chose qui, substantiellement, échappe. Comme vous le disiez, échappe. Moi, j'ai l'impression qu'il vise... Oui, non, mais c'est l'objet marchand. Je sais bien que c'est l'objet marchand, mais malgré tout, c'est un Van Gogh qu'ils attaquent. Et Van Gogh, c'est quand même... Malgré tout, c'est l'objet marchand. Mais c'est les deux. Et ce tableau n'échappe pas. Mais si vous allez dans n'importe quel musée, où maintenant énormément de gens viennent par devoir culturel. Alors ceux-là, ils photographient sans même avoir vu le tableau avant. Ceux-là, ils n'existaient pas dans les musées avant, ils n'existaient pas dans les galeries avant, donc... Il reste une autre expérience. Mais c'est vrai que je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui restent encore pendant un quart d'heure devant. Et votre exposition de Toyen, on y revenait. Qu'avant. Moi, c'était une expérience magnifique. Et je veux dire, Toyen, c'était magnifique. Et vous-même, vous décrivez l'ouverture d'un tableau de Toyen. Et la place, l'espace qui lui est donné et la place qu'il prend, parce qu'il irradie au sens vraiment de ce que c'est qu'une aura, mais très concrètement, une image, elle a besoin de son espace, elle le trouve encore dans certains lieux. Et sa vérité érotique. Toyen, c'est ça. Voilà. C'est bien de revenir à Toyen. C'est ça. C'est vrai. Annie, qu'est-ce que moi Mais oui. Bon, et ben, c'est un peu aussi donc, pour ça que je me suis interrogée là, sur ces questions. Qu'est-ce qu'elles ont, ces images? C'est ça. Concorde l'espace de la puissance. Une puissance érotique extraordinaire. Et bon, c'est cette sorte d'énigme. Comment elles y arrivent? Comment elles résistent? C'est quoi ce pharmacone? Heureusement, on n'a pas la recette, mais c'est que justement, pour moi, c'est des images énigmatiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les réduire à des mots, et que de ce fait, elles nous ramènent à ce qui moi, qui m'a fascine depuis toujours, qui est cet espace entre les mots et les images, où tout se joue, et où effectivement, ce à quoi vous avez fait allusion. Et que c'est aussi cet espace aujourd'hui qui est le plus menacé. Et j'en suis arrivée, et j'ai vu que ces images-là, elles étaient fortes parce qu'elles elles fuyaient, c'était des images qui désertaient. Et de ce fait, elles ouvraient un autre espace, elles retrouvaient quelque chose. Et il m'est arrivé que je les ai vues, alors que c'était des images auxquelles je n'étais pas liée affectivement. C'est des images qui m'avaient accompagnée pratiquement tout le temps, mais je ne savais pas pourquoi ces images étaient là. Et puis quand j'ai commencé à les voir, j'ai vu que ça avait un sens, et elles en appelaient deux ou trois autres. Et tout d'un coup, une constellation se formait. Mais une constellation s'était formée, et c'était ça la vitesse de l'ombre, parce qu'elles sont parties, elles ont entraîné quelque chose avec elles. Mais tout d'un coup, elle me redonnait, à moi, mais je pense que elle redonne à tout, dans tous les cas auxquels vous avez fait allusion, elle redonne à chacun cette sorte de nuit commune, hein, qui est celle de... qu'on pourrait dire communisme des ténèbres, si on pouvait dire, mais qui est, dont les uns et les autres vivons. C'est ça. Et on vit de ça, on vit de cet espace intermédiaire, et c'est là que tout se joue. Et c'est, s'il y a quelque chose
à reprendre aujourd'hui, et là on peut faire allusion à la reprise individuelle des anarchistes, on a cette reprise individuelle à faire. Et votre intervention, comme ça, c'est de ça dont il s'agit. Il faut leur arracher ça. Ils vont quand même pas avoir ça. Et c'est pour ça que c'est très important. Oui, mais il n'y a pas aussi une résistance matérielle de l'objet en lui-même, de l'objet tableau, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans l'objet livre aussi. L'objet livre comme quand même un objet qui demeure finalement, qui n'a pas été vaincu. Il n'a pas été vaincu et je pense qu'il ne le sera pas. Et nous ne serons pas vaincus d'ailleurs, nous-mêmes. Et surtout toi. Non, mais c'est-à-dire il y a quand même cette résistance, enfin cette lueur d'espoir dans la résistance matérielle de l'objet, finalement, que toi tu appelles érotique, moi que j'appelle simplement présent, et qui, oppose une résistance à ce toute image, disons. Enfin, en ce sens. Même s'il est captable par une image. Mais il y a quand même c'est l'histoire de la matérialité, c'est l'histoire aussi. C'est ça. Thomas, c'est quoi un tableau pour toi? C'est quelque chose qui est encadré? Alors on a pour 2 heures. Non, mais voilà, si je vais voir Toyen, je ne vais pas voir une image. Je vais voir un tableau. Voilà, c'est ça, simplement. Si je prends le livre là, je ne vais pas lire le livre de Annie Lebrun sur PDF. Je vais le prendre là et je vais le lire. Je vais l'avoir en main. Moi j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Thomas Clair, qui devient de plus en plus, il va être fiché S, radical de gauche. Et quel chemin j'aurais fait? Il a pris un exemple très simple, parce qu'ici un certain nombre de gens travaillent, écrivent des livres ou travaillent dans l'édition. Il a été vendu il y a 15 ans, vraiment vendu. Il a été vendu que le livre c'était fini. Oui. Que le livre numérique, chose qui n'existe pas, qui est juste un produit dérivé PDF, qui n'est pas un livre, allait de façon exponentielle abolir le livre sous 5 ans. Ils ont dit 10 ans. Puis maintenant, voilà, ça plafonne à 4% en France. Ça ne cesse de descendre dans les pays anglo-saxons. Parce qu'en fait, voilà, donc ça c'est quand même des... Tu confirmes? Et c'est quand même des choses que je trouve intéressantes, de même que je dirais... Métavers. Ok. Métavers, ils pensaient qu'en 4 ans, ça allait atteindre un truc incroyable et qu'ils en sont à 10 fois moins. Les gens continuent à avoir des appartements. Ou pour le dire autrement, le Covid a été un moment d'expérience inouï du cours en ligne par visio, qui était une des zones de captation capitalistique pour l'industrie de la formation, où il disait on va détruire tout l'enseignement public dans le monde. On est prêt, on y va et ça va se faire en 5 ans. Là, ils en ont pour 50 ans parce que l'épisode Covid visio a dégoûté pour un temps assez indéfini les gens. Et déprimé. Donc pour dire, parce que moi j'ai adoré votre critique tout à l'heure qui était de dire les critiques parcellaires, etc. Voilà, et pour les critiquer, mais moi je dirais qu'il y a aussi un danger à une critique de synthèse catastrophique qui ne prend pas assez en compte les résistances réelles qui s'opèrent de façon invisible, comme dans les années 70, les autonomes disaient, voilà, il y a de la désertion des usines, et qui est probablement le mode principal de contestation du travail à la chaîne, etc. Et aujourd'hui, il y a des désertions qui sont peu visibles, mais qui est la résistance au métavers, la résistance à la visio par les étudiants, la résistance à l'e-pub pour lire des livres. Et qui ne sont pas revendiquées. Qui sont absolument non revendiquées, absolument infrapolitiques, et qui me semblent être des choses qu'il faut auto-valoriser dans les milieux radicaux comme étant des choses qui sortent du ghetto et qui sont des résistances du réel. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que dès qu'il y a un signe comme ça, pour moi c'est quand même une lueur que tout n'est pas foutu. Donc, oui. Et c'est aussi quand on parle aussi de la dimension érotique et aussi de l'utopie, il serait aussi bien de revenir, de prendre conscience que, compte tenu aussi, puisque la parcellisation a fait son œuvre dans ce domaine-là, dans le domaine érotique, et parce que, bon, c'est la parcellisation des désirs, des corps, etc., je vais pas développer ça, c'est tellement évident, mais aussi tout se passe comme si l'amour a mauvaise presse, alors que peut-être que ce serait le temps de voir que peut-être la première utopie
elle commence justement dans le fait amoureux. C'est-à-dire que quand, d'abord, c'est aussi bien l'écologie, parce que quand vous aimez quelqu'un, le monde devient plus grand. Et ça aussi, c'est intéressant, que le monde change de proportion. Et d'un autre côté, aussi, ce qui se passe dans le secret, puisqu'on en revient à ça, ou à l'énigme dans le secret de ce qui se joue entre deux êtres, tout d'un coup, s'invente un nouvel espace. Et cet espace-là, on pourrait dire que c'est le point de départ de l'utopie. Ça veut dire de rien, tout d'un coup, vous créez un espace où il est possible de vivre différemment. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Donc, voilà. non, mais c'est pour dire que, effectivement, et moi j'attache beaucoup plus d'importance à tous ces signes d'inventivité qui font que, qui vont briser aussi ce qui a été mis en place, et ça aussi il faut insister par cette image distributive qui passe à travers les iPhones, parce que au début moi je voyais pas tellement bien, et Armand m'a dit mais regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il m'a montré une photo de Hillary Clinton à Orlando avec ses supporters. Ils étaient en train de photographier, tous avaient leur iPhone pour photographier Hillary Clinton qui était comme ça, etc. Bon. Et qu'est-ce qui se passait? Ils avaient tous le dos tourné. Ça veut dire que pour être photographié avec elle, tourner le dos, d'abord, ça supposait une refiguration de l'espace. Ça veut dire qu'on a perdu l'espace, et on a perdu l'espace commun. Parce que tout d'un coup, c'était comme une forêt de regards parallèles. Et ça, c'est quelque chose. Il faut être conscient. Autant on va miser sur toutes les possibilités d'invention, et tous les moyens sont bons pour ça, mais d'un autre côté, être conscient de l'état dans lequel on se trouve, parce que cette parcellisation est quelque chose d'effrayant. Et ça fait plusieurs fois qu'on y revient, et il me semble que ça serait bien que finalement on en dise un mot, peut-être parce qu'on arrive peut-être un peu à la fin de notre discussion, mais sur cette question de l'écologie, mais là aussi le terme, parce que vous y revenez en parlant finalement du vivant, de ces façons, du lien entre, vous disiez tout à l'heure à l'instant, c'était très beau, cet espace qui s'ouvre, et ça me faisait penser aussi à Deleuze, qui dit qu'on aime quelqu'un qu'on a du désir pour quelqu'un avec un paysage, ou enfin en tout cas avec quelque chose derrière, avec un tout. Enfin, bon, cette inscription de l'érotique dans l'écologie, et justement qui la sort de son... de son domaine, qui serait une sorte d'écologie comme ça, très transparente, de ce que vous avez dit sur l'ombre, de sa rationalité, de son hypervisibilité, de son moralisme, d'une sorte d'illumination aussi. Vous parliez d'ombre, de communisme des ténèbres, non? C'était bien ça. Et de la part obscure qui doit se maintenir pour qu'il y ait du désir. Je sais pas, c'est le terme de vivant, moi par exemple, qui m'apparaît comme ce boulevard... qui a été récupéré, qui désigne quelque chose évidemment qui va être contre. C'est tellement consensuel qu'il faut préserver. Mais est-ce que c'est justement pas aussi la marque qu'on est en train de passer à côté, ou de domestiquer ça aussi, qui devrait être vif, qui devrait être sauvage? Ça c'est grave, parce que... Et vous avez écrit là-dessus depuis longtemps, c'était pas... Oui, alors ça je m'en étais pas perçu. C'était pas pour une mise en perspective comme ça, cumulative. C'était pour dire que justement, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de s'appeler écologie, qui n'a pas besoin de s'appeler le vivant, pour dire qu'on préserve ça, cette forme de désir, cette forme de relation ici. Oui. Bon, donc il faut quand même leur reconnaître qu'ils ont quand même été les premiers à mettre l'accent sur... Bon. Mais d'un autre côté, effectivement, quand aujourd'hui on a le vivant à toutes les sauces, si je puis dire, dès qu'on parle... Enfin, il y a quand même depuis longtemps, il y a une loi, dès qu'on met en avant un concept... C'est sûr que ça couvre une saloperie. C'est-à-dire qu'on est en train de faire l'inverse de ce qui est signifié là-dedans. Bon, alors le vivant, maintenant, il est partout. Bon. Et ça amène... On a des experts de vivant. On a des experts du vivant. Et quand on entend... Il faut quand même réfléchir. Experts du vivant. Et bon, alors que justement, nous sommes tous, à juste titre, jusqu'à nouvel ordre, des experts du vivant. Y compris bien tapé. Voilà, c'est ça. Et là, il y a quelque chose... Et
Surtout les donc assassins. j'ai pris conscience parce que... Surtout les assassins. Oui, c'est ça. Bon, et moi, je ne savais même pas que je faisais ça. Et il y a une jeune fille, enfin une jeune chercheuse, qui a fait un truc sur moi, l'écologie passionnelle. Alors bon, j'ai découvert ça. Alors, je suis un peu comme Monsieur Jourdain, qui ne savait pas qu'il faisait de la prose, je ne savais pas ce que je faisais ça. Bon, mais j'ai réfléchi aussi parce que elle a pointé aussi des choses qui reviennent chez moi. Et dans le fond, je me réfère à une phrase de Belle-Mère, dans la petite anatomie de l'image, qui ramène au phénomène érotique, etc. Mais il dit, c'est quand s'ajoute à l'homme tout ce qu'il n'est pas, qu'il semble être un homme. Et je pense que moi, c'est toujours, je ne me suis pas occupée du paysage, ni de ci, ni de ça, mais je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'étais attentive à tout ce qu'on n'est pas, à tout ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien l'autre, ça peut être aussi bien un objet, ça peut être aussi bien un paysage, c'est tout. Et c'est ça aussi dont il faut se défier, c'est que dans ces spécialisations critiques, on restreint l'ouverture de l'horizon. Et pour moi, c'est ça la chose la plus déplorable, et que d'un autre côté, tout est bon pour élargir l'horizon. Comment s'appelle cette femme alors qui a... C'est Émilie, elle s'appelle Émilie Frémont. ouais. Émilie Frémont, et elle a fait une thèse sur le surréalisme et la nature, qui est, je pense, très intéressante parce qu'elle montre comment, indépendamment comment ils en sont venus tout d'un coup, justement à cause de leur fonctionnement, de la pensée analogique et aussi de l'intérêt et du regard qu'ils ont porté à l'érotisme, ils en sont venus tout d'un coup à avoir un nouveau rapport à la nature, alors qu'au départ, c'est comme l'expressionnisme, etc., c'est des mouvements essentiellement urbains, hein. Enfin c'est même un lyrisme urbain qu'on a vu aussi dans le situationnisme, après, et c'est aussi sur le tard que Debord a pris conscience aussi de ça. Mais c'est très beau de voir comment tout d'un coup ça s'ouvre, comment c'est pas, parce que aussi l'amour de la nature, c'est quand même aussi quelque chose de la petite bourgeoisie aussi, et ça on voit très bien comment Élisée Reclus immédiatement pointe ça, alors qu'il s'agit d'autre chose. Et aussi il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que quand même deux penseurs anarchistes d'envergure, hein, Reclus et Kropotkin, le paysage était ouvert, hein, ils étaient des géographes. Et comment ils ne parlent pas du paysage en tant que spécialiste, en tant que géographe. Ils parlent du paysage, et c'est la dimension érotique du paysage qui revient là. C'est pas le mur végétal. Comment ? C'est pas le mur végétal. Ah non. Non. Ouais. C'est l'inverse, c'est la dimension érotique. Et bon, et aussi Élisée Reclus, c'est ça, hein, c'est un personnage qui est... Mais c'est une façon de s'y rapporter qui laisse aussi la place à l'analogie, au rêve, à ces choses. C'est ça. Les Champs-Élysées reclus, voilà la prochaine. C'est ça. Le prochain Mais objectif de l'insurrection. Et tu nous critiques le programme est simple, hein, il s'agit de repassionner la vie. Hein. C'est ça. Peut-être que c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, vous avez dit tout ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as rencontré des gens très très violents dans ta vie. Oui. Des grands lecteurs. Oui. Ah, c'est quoi un grand lecteur? Et c'est qui, éventuellement? T'as rencontré qui comme grand lecteur? Moi, j'ai rencontré Jean-Jacques Pauvert comme grand lecteur. Bon, un peu... Radovan Evsik, avec qui je vivais aussi. Aussi comme, on peut dire, breton, parce que comme grand lecteur qui donne l'anthologie de l'humour noir, c'est quand même quelque chose. Hein. Et c'est ça les grands lecteurs, c'est-à-dire, et à propos de Jean-Jacques Pauvert, je cite aussi son anthologie de la lecture érotique, qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a parcouru tout le spectre de la érotique, enfin de la production, de manifestation d'érotisme à travers la littérature. Et ce qui est le coup de génie, ça a été qu'il a parlé de la lecture érotique, non pas de la littérature érotique. Parce que à chaque fois, et ça on en revient à ce qui fait les grands lecteurs, c'est que chaque lecteur, tout d'un coup, à partir d'un livre vous aide à regarder le monde différemment. Quand c'est un grand livre, tout d'un coup,
la couleur change, le point de vue change, et on voit bien aussi, très intéressant, de voir comment, dans l'histoire humaine, et c'est ce qu'avait bien vu Pauvert, comment la question érotique change, comment ça c'est évident que les centres d'intérêt érotique changent, mais aussi comment la question érotique est plus ou moins présente, comment elle est au cœur ou non de la conception du monde. Mais les grands lecteurs, c'est aussi, donc c'est des gens qui captent la singularité de ce qu'il y a dans le livre. Et ils ne vous disent pas que c'est un grand écrivain et c'est aussi, je pense que j'en ai parlé un petit peu avec certains, aussi avec Pauvert. Par exemple, moi il m'arrive que, en général, quand il y a un livre qui me fascine, je ne comprends pas. Et je comprends de moins en moins. et c'est bien. Et c'est bien parce que ça veut dire que c'est un vrai livre. Donc c'est un livre qui commence à remettre tout en cause chez vous, tout votre horizon commence à bouger. Et c'est un peu comme quand on est quand on nage. Alors à un moment, on nage contre le courant. Et bon, avec les livres, par moments, il y a des livres avec lesquels j'ai nagé contre le courant. Sade, Roussel, etc., n'en parlons pas. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous avez attrapé la singularité. Qu'est-ce qui se passe? Hop, vous êtes dans le courant. Et alors là, vous commencez à voir. Et c'est pour moi, c'est parmi les grands plaisirs. Parce qu'on est... Je ne sais pas ce que ça peut être, et tout d'un coup, on vit autrement, on vit ailleurs. Et puis quand ça s'arrête, eh bien après, quand même, l'horizon s'est encore un peu plus élargi. Et le spectre est encore plus large. Et donc, il me semble que s'il n'y a que ça de vrai, si ça s'élargit, c'est ça qui est important. Non, je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour les grands lecteurs. Mais non, et puis ça, simplement, t'es une critique de génie. Tu as travaillé sur des fous furieux. Ah oui. Et voilà, lequel t'as le plus ouverte d'une certaine manière et asphyxiée en même temps. Voilà. Alors celui qui m'a le plus asphyxié, c'est Roussel. Et après j'ai compris parce que j'ai lu une lettre de Desnos qui était fasciné par lui, et il le remercie. Enfin, il lui dit que il a été tellement sensible à son lyrisme garrotté. Il a trouvé. C'est ça, Roussel. C'est ça. C'est-à-dire, d'abord, c'est un type qui a comment on dit, quand on sent toutes les sensations là. Vous savez, les types il voit tout, hyper saisi. Oui, c'est ça. Il voit tout, il sent tout, et en même temps, tout est bouclé. C'est-à-dire, il est obligé de construire. C'est tellement fort tout ce qu'il y a en lui qu'il construit un univers qui est fragile comme une construction de verre filé. Donc, si on veut rentrer, s'approcher, il faut pas bouger, il faut regarder à droite, à gauche, un tout petit peu. Voilà, c'est ça. C'est celui-là qui m'a le plus fatigué. Hein moi j'aurais dit cette Pérec. Comment? J'aurais dit cette Pérec, le lyrisme corseté, quoi. Oui, peut-être, oui. S'il n'osait pas, comme s'il créait tous ces dispositifs pour pas oser... Oui, mais il est moins fou que Roussel. Roussel est carrément... il y a quand même... Mais oui, il y a de ça. Alors après, Assad, oui, ça m'a quand même... Oui. Mais là, c'est violent comme... je sais pas, comme quand on chevauche toute la journée, quoi. C'est comme ça. C'est un western, quoi. Oui. Non, c'est vraiment... mais c'est très tonique. C'est très tonique, ça. Parce que, aussi, je me suis rendu compte à la fin, et c'est quand même, on peut lui être reconnaissant, c'est pas tellement des idées qu'il vous apporte, mais il vous débarrasse des idées. Et ça, comment ne pas être reconnaissant à quelqu'un qui vous débarrasse de toutes les idées qui vous empêchent de bouger plus librement. C'est ça. En fait. Et qu'est-ce qu'il y avait l'autre? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, Jarry. Ah oui, ce qui m'a le plus... Ah oui, moi ce qui m'a bouleversé, c'est Jarry. Ouais. C'est Jarry en particulier, justement parce que c'est la question érotique. Avec le surmal, pour moi c'est un des plus grands livres du monde. Hein. Ouais. En plus d'une simplicité, c'est bouleversant. Et c'est vraiment
la question amoureuse n'a jamais été posée aussi justement, aussi radicalement, aussi justement entre l'unique et le nombre et tout ça. Et puis c'est une... Et poétiquement, enfin, si on peut parler, c'est d'une telle force. Il y a un grand lecteur que vous ne mentionnez pas, c'est Roland Barthes. Ah non. Non, parce qu'il fait partie... Non. Bon, là, ça va durer 2 heures. Non, je m'arrête, hein, on arrête quand vous voulez, je réponds en vitesse. Non, parce qu'il fait partie justement de ces gens que j'ai évoqués au début, qui sont des gens qui dans le fond, veulent exercer une domination. Et qui ont fait cette chose aussi, qu'on peut reprocher à toute la génération qui est venue, qui a pu séduire, parce qu'elle s'est préoccupée, contrairement aux autres universitaires ou critiques avant, elle s'est occupée de domaines qui jusqu'à présent qu'ils avaient négligés. Donc ça vaut aussi bien pour Foucault, tout ça, etc. Mais en même temps, c'est que tout d'un coup, ils ont introduit la rationalité, c'est une mainmise de la rationalité sur ce domaine-là. Et ils ont réintroduit une forme de pouvoir. Et ils ont fait la loi. Et ça, je pense que c'est inconvenant. Quand même, le Barthes des années 70 se défait de cette rationalité, oui, c'est ça, de cette domination. Barthes, justement, chante un peu la palinodie à l'égard de sa première vie et il me semble abandonne cette domination et s'en défait. À partir du moment où 70. Il est institutionnalisé finalement. Oui, mais le bon, Collège de France, c'est l'absolu. Mais au départ, il a bien. Oui, mais c'est vrai. Oui. Donc ils ont complètement quadrillé le domaine sensible. Mais tout en fabriquant une loi faible. Enfin, c'est ça. La raison d'être de Barthes, c'est fabriquer une loi qui ne soit pas complètement... Mais bon, qu'il soit revenu, et puis après, bon, c'est intéressant qu'il soit revenu avec ça. Mais bon, avec un truc, le plaisir du texte, c'est quand même un peu... De manière... En tout cas, bon, merci mille fois, c'était vraiment très bien. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Écoutez, moi aussi. Je prends un ticket de...